Tout de suite. Le journal. Plusieurs activités commerciales des habitants du quartier Kamanyola sont bloquées à cause du manque de l'énergie électrique pendant plus de 3 semaines. D'autres vivres frais pourrissent. C'est un manque à gagner pour ces derniers. Merci d'être avec nous sur votre télévision. Bienvenue dans ce journal. La population Lualabèze se plaint contre le service de transfert d'argent par voie électronique qu'offrent certaines maisons de téléphonie mobile qui est devenu très coûteux à cause des frais supplémentaires que l'on exige lors du dépôt. Reportage signé Jokan 5. Alors arrivées, ces différentes opérations de mobile money étaient un soulagement pour la population qui n'était plus obligée de se déplacer pour faire la queue dans les agences de transfert. Et en plus, toutes les opérations, soit de transfert ou de retrait, étaient gratuites. Ce n'est pas le cas à ce jour. Nous avons remarqué ce genre de pratique. C'est quand vous allez pour déposer l'argent, ils vous posent une question. Vous déposez à votre compte ou à un autre compte. Quand c'est votre compte, ils font gratuitement. Quand vous dites que vous envoyez un autre numéro, vous déposez sur un autre numéro, ils demandent l'argent. Et ce qui est grave, c'est que cet argent est forfaitaire. Ça dépend d'un point à un autre. Nous utilisons Airtel Money, M-Pesa, mais à ce jour, c'est devenu un peu compliqué parce que même quand vous allez déposer de l'argent dans votre compte, on exige un pourcentage. Autrefois, on allait pour envoyer l'argent, tout se faisait gratuitement. Mais à ce jour, ils exigent un pourcentage. Surtout Airtel Money, c'est lui qui en fait du trop. Du côté des distributeurs, ils donnent aussi leurs raisons. Nous, agents, on n'a pas de problème. On nous a déjà interdit d'envoyer de l'argent en dehors de la province. Et à la fin du mois, on nous coupe beaucoup d'argent. Voilà pourquoi nous aussi, pour gagner quelque chose, nous exigeons aux gens qui viennent déposer de l'argent de payer. Contactées à ce sujet, les maisons concernées, elles ont choisi la voie du silence. Les habitants du quartier Kamanyola ne sont pas desservis en courant électrique depuis plus de 3 semaines. Ceci est un manque à gagner, surtout pour les commerçants qui voient pourrir leurs marchandises. Cette situation bloque plusieurs activités dans ce coin de la ville, car même pour se procurer d'eau potable, il leur faut du courant qui remonte la denrée jusque dans le réservoir. Suivez. La plupart des boucheries sont fermées. Au salon de séjour, les télévisions ne s'allument pas. Même dans les boucheries ouvertes, quand on regarde dans les réfrigérateurs, les viandes et les poissons sont pourris, sans oublier les vivres frais. Tout ça à cause du manque d'électricité qui devient comme un deuxième oxygène pour bien respirer. D'autres utilisent les groupes électrogènes pour en avoir afin de bien exercer leurs activités. C'est un manque à gagner. Ils se plaignent. Concernant un montant, nous avons presque 2 mois sans électricité. On n'en peut plus. L'eau que nous utilisons est fourrée. Il nous faut du courant pour les remonter. Sans électricité, nous n'arrivons plus à travailler car les carburants coûtent aussi cher. Cette eau aide toutes les personnes qui vivent aux alentours. C'est dû au manque d'entretien. C'est une faute qui est partagée surtout à la SNEL, puisque la SNEL c'est une société nationale, mais on a constaté que la SNEL n'arrive pas à entretenir les
transport. La SNEL n'arrive pas à entretenir cela. C'est les mamans qui se débrouillent par rapport à les congélateurs et ils mettent des vivres frais, des glaces pour faire vivre au moins leur foyer. Pour qu'il y ait un problème électrique, il faut qu'on puisse aller au-delà de 2-3 mois. Non. Or que sans les courants, 2 ou 3 jours, déjà les histoires s'abîment. Nous demandons à la SNEL d'assumer ses responsabilités puisqu'il ne faut pas vraiment à chaque fois qu'il y ait des jeunes qui pouvaient marcher pour cela. Mais non, nous demandons que la SNEL, c'est une société d'ailleurs parmi les sociétés qui sont mieux payées. Mais nous voyons que la SNEL n'arrive pas à prendre ces choses à main. Il y a plus de 3 semaines que ce quartier n'est pas desservi en courant électrique. En attendant, les habitants vivent avec. La journée mondiale de vivre ensemble est célébrée chaque 16 mai. Les Congolais, bien qu'étant des tribus et des cultures différentes, et malgré la problématique du tribalisme, s'engagent à être sensibles à l'autre afin de le connaître et de le découvrir pour une bonne ouverture d'esprit. C'est le constat fait par Sarah Katebe sur les différentes artères de Kolwezi. Suivez. Des jeunes garçons marchent ensemble en cours de route, d'autres proviennent de l'école, ils s'étaquinent. Ailleurs, sur le terrain Mariapolis, d'autres s'exercent au sport de karaté. Tous sont des origines différentes, des cultures différentes, des idées différentes et des appartenances de croyances différentes et même des situations financières différentes. Malgré toutes ces diversités, vivre ensemble est un impératif. Vous savez, le vivre ensemble, c'est un phénomène qui est universel. On le retrouve à travers le monde, dans tous les temps. Les hommes, tel que vous le constatez, l'homme est un être communautaire. Tout ce que l'homme représente ou reflète, c'est le fruit d'un apprentissage, de croyances, de normes acquises à travers aussi ses semblables. Alors il serait vraiment intéressant que cette journée soit célébrée, dans ce sens que lorsque nous étions en République démocratique du Congo, aucune tribu ne peut se dire évoluer d'une manière isolée. Donc le gouvernement se réfère toujours aux différents intellectuels qui sont ici des différentes communautés, des différentes appartenances tribales bien diversifiées. Nous prenons le cas des sports. Nulle part vous trouvez une équipe de foot constituée des gens d'une seule ethnie. Par conséquent, les vivre ensemble, c'est vraiment un leitmotiv, c'est une valeur que nous devons redynamiser dans tous les secteurs de la vie. La RDC est un pays multicolore en matière de culture et de région, mais tout Congolais fait preuve d'ouverture d'esprit afin d'accepter l'autre et de le découvrir pour permettre une rencontre interculturelle. Bientôt 30 jours depuis que l'opération Usalama a été lancée à Kolwezi par la PNC, Roger Nsinga affirme que depuis lors jusqu'à ce jour, la situation sécuritaire s'est améliorée, mais il fait appel à la population de continuer à maintenir la collaboration avec la police car selon lui, bien qu'améliorée, la criminalité est toujours latente. Il le précise au micro de Freddy Nsangwa. L'opération Usalama a été lancée le 22 avril dernier et donc dans quelques jours nous allons atteindre les 30 jours qui avaient été prévus pour cette opération-là. Je peux dire sans crainte d'être contredit, aujourd'hui la situation est mieux qu'au moment où l'opération avait été lancée. Je crois que vous pouvez par vous-même constater que il y a de cela plus de 3 semaines qu'il n'y a plus aucun cas de cambriolage ou d'attaque à main armée qui soit réussi. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives, mais qui sont déjouées par nos éléments qui sont sur le terrain. Et les échos qui nous parviennent attestent qu'il y a une nette amélioration. Cela dit, nous ne pouvons pas considérer que le problème est totalement réglé. Nous savons que la criminalité est toujours latente. C'est-à-dire que les criminels sont toujours là et à la moindre occasion, ils peuvent toujours frapper. Et donc, nous avons le devoir et l'obligation de rester vigilants et de poursuivre avec les actions
que nous menons sur le terrain pour maintenir cette atmosphère de paix. La population est satisfaite et cela nous encourage. Donc nous demandons que cette collaboration entre la population et la police et tous les autres services continue afin qu'ensemble nous puissions éradiquer le phénomène de la criminalité sur le terrain. Et puis 17 mai 1997, 17 mai 2019, 22 ans après la libération de la République démocratique du Congo par l'entrée de l'AFDL et la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila qui a été tué 4 ans après son règne. Voici un récit qui dessine son portrait jusqu'à la prise du pouvoir. Né le 27 novembre 1939 à Jadoville, actuel Likasi, Laurent Désiré Kabila, homme d'État congolais, engagé depuis les années 1960 contre le régime Mobutu. Il a pu le renverser en 1997 lors de la première guerre du Congo. De cette occasion, il rebaptise Zaïre en République démocratique du Congo, surnommé Mouzé, littéralement le vieux, le sage en Swahili. Laurent Désiré Kabila a le titre de héros national. Dans son engagement politique, il a lutté contre la crise congolaise à l'indépendance du Congo belge. En 1961, il lutte contre la gendarmerie katongaise dans les rangs de la jeunesse du parti Balubakat, Jebakat. Il fut nommé colonel des jeunes fêtes des milices Balubakat au Katanga grâce à ses talents d'orateur par Jason Sendwe, chef de Balubakat. En 1963, il sort de l'anonymat lors de la création du Comité national de libération. Ces maquisards étaient établis à Fizi Baraka sur les rives du lac Tanganyika. Lui et son groupe étaient plus contrebandiers que rebelles. Ils ont réussi à se transformer en une force révolutionnaire. En 1996, Kabila sort soudainement de l'ombre. Il signe à Gisenyi, au Rwanda, avec 3 autres rebelles et exilés zaïrois, un protocole d'accord créant l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Ici, il s'engage avec ses participants à œuvrer pour chasser Mobutu du pouvoir. Avec l'aide des troupes et la logistique militaire armée rwandaise, ougandaise puis angolaise, il commence alors l'étonnante anabase militaire et politique qui, en quelques mois, conduit l'AFDL du Kivu à Kinshasa, conquise sans effusion de sang le 17 mai 1997. Au lendemain de la fuite précipitée, le 16 mai, du grand léopard Mobutu qui disparaît sans soulever d'émotion dans son pays. À ce propos, c'était le 16 mai 1997, un jour avant la prise du pouvoir par Kabila père, que Joseph Désiré Mobutu, qui était considéré comme le dictateur, avait pris fuite et laisse ainsi la chaise à son assaillant. Patient Kabamba décrit sa fuite. Kinshasa se réveille, la peur au ventre. Chacun se demande si l'épilogue de la guerre éclair menée par Laurent Désiré Kabila est en marche, qui reçoit les soutiens de l'armée rwandaise et ougandaise. Pour certains, ils espèrent voir la force armée zaïroise défendre la capitale. Malheureusement, sur recommandation du gouvernement américain, les hommes de Kabila n'entreront dans la ville qu'après le départ de Mobutu en destination des Bagdolites, dans la province de l'Équateur. Sous la pression de l'événement, Mobutu est contraint de prendre un autre vol pour se rendre à Lomé au Togo. L'armée zaïroise, étant désespérée, tire sur l'appareil sans pouvoir l'endommager. Et pourtant, les mêmes jours, Kinshasa est pris d'assaut par les rebelles de l'AFDL. Le président s'éteint à Rabat le 7 septembre de l'an 1997. Pour rappel, le président Joseph Désiré Mobutu est arrivé au pouvoir depuis novembre 1965 et il a passé pratiquement 32 ans au pouvoir.
L'envoyé spécial de la Belgique pour la région des Grands Lacs et le chef d'état-major adjoint de l'armée belge sont à Kinshasa. L'objectif de leur présence est de renouer la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique, car cette dernière est prête à appuyer les nouvelles autorités congolaises. Suivez le reportage de nos confrères de Kinshasa. La voie est balisée pour un dégel. La République démocratique du Congo et la Belgique vont enfin souffler le chaud. Les deux pays ont pris l'option de renouer leurs liens de coopération et le processus est enclenché. La preuve, la présence à Kinshasa de l'envoyé spécial de la Belgique pour la région des Grands Lacs, accompagné du chef d'état-major adjoint de l'armée belge. Un signal fort après la brouille. La Belgique affirme appuyer les efforts de nouvelles autorités dans les réformes annoncées des institutions. Dans la ronde, la délégation belge a rencontré plusieurs autorités congolaises, parmi lesquelles le président de la République. Nous plaçons à l'écoute de nos nouveaux interlocuteurs pour bien identifier les priorités choisies et répondre au mieux aux nombreuses attentes. Nous sortons d'une période tendue sur le plan des relations bilatérales entre nos deux pays après les reports successifs des élections en RDC pour aboutir à un processus électoral un peu transparent et à présent nous nous situons dans la phase suivante. Concrètement, cela voudra dire que nous verrons comment appuyer les efforts du président Tshisekedi pour imprimer à la République démocratique du Congo une nouvelle orientation porteuse d'espoir pour le peuple congolais. Le soutien de la Belgique à la RDC s'étale sur plusieurs domaines allant de la coopération économique, militaire et du développement. La partie congolaise salue ce dégel qui va dans l'intérêt des deux nations. Une des phrases que nous avons l'habitude de dire en lingala, matata ya mwasi na mobali bakotakate. Et si réellement ces relations qui reprennent à ce jour, ce sont des relations qui permettront à ce que la République démocratique du Congo puisse se retrouver, que la Belgique se retrouve, oui, tant mieux, mais ce n'est pas des relations où nous nous disons qu'il y a un dictat, on a un chef vis-à-vis des sous. Non, non, nous sommes un pays souverain. Certaines mesures sont déjà annoncées, notamment la réouverture prochaine du consulat belge à Lubumbashi, la relance de la coopération bilatérale via l'agence d'exécution Enabel, la nomination des ambassadeurs et le rétablissement de la fréquence des vols Essen-Bruxelles. À noter aussi la récente ouverture du Centre européen des visas, l'ex-maison Schengen. Il y a de cela un an depuis que le code minier a été publié. De ce fait, la coordination de plaidoyer de la société civile pour les ressources naturelles a procédé à la vulgarisation du contenu du dit code en le révisant afin que la population découvre les innovations de cette nouvelle loi. Reportage toujours de nos confrères de Kinshasa. Une année après la publication du code minier révisé, la coordination des plaidoyers de la société civile pour les ressources naturelles tient à diffuser le contenu de cette loi pour permettre à la population de connaître les innovations que la nouvelle loi apporte. Nous, en tant que société civile, nous avons le devoir de les vulgariser pour que la population soit au courant du contenu de cette loi qui est fondamentale pour le développement de notre pays. Il ne faut pas oublier que le secteur minier, c'est le secteur économique le plus important pour le pays. C'est le secteur qui doit être comme le catalyseur du secteur économique du pays. Ces 15%, c'est pour servir aux projets sociaux. En plus du changement dans les modalités d'application de la redevance minière, la nouvelle loi a aussi mis en place un fonds minier qui devra aider les générations futures. C'est vrai que le code est arrivé, il y a toujours ceux-là qui se disent nous n'avons pas eu notre compte, mais il y a ceux-là aussi qui se disent nous nous sommes retrouvés. C'est ça le point de négociation. Dans le code de 2018, nous avons décidé à ce que les 40% soient directement retenus à la source. Et même à la source, on ne donne pas directement à la province, on demande à chaque entreprise, on leur donne les numéros de compte pour verser la part qui doit aller à la province, la part qui doit aller à l'entité décentralisée et la part de la communauté locale. Cette campagne de vulgarisation a été lancée lors d'une matinée d'échange organisée par South African Resource Watch avec l'appui de la GIZ qui ensemble ont mis en place un guide de vulgarisation de ce code.
4 jours seulement restent avant l'arrivée de Moïse Katumbi Chapwe en RDC à Lubumbashi. Son arrivée n'est pas une mythe mais une réalité car il l'a confirmé en demandant à tous ses sympathisants d'être vêtus en bleu et blanc car selon lui, c'est en paix qu'il revient au pays. Suivez son message. Mitarudia le 20 napikia. Je rentre au pays le 20 mai. Je remercie toute la population congolaise pour les combats que nous avons tous menés ensemble en refusant le 3e faux penalty. La population a suivi le mot d'ordre pour mettre fin à la souffrance. Nous nous sommes tous battus bec et ongle. Je viens au pays pour consoler notre population. Je viens pour que notre pays soit en paix. Je suis un pacificateur. On ne veut pas les troubles. Ceux qui m'ont offensé et ceux-là qui ont été offensés par moi, que Dieu nous pardonne tous. Je rentre en paix. Je demande à la population d'être ce jour-là en blanc pour symboliser la paix. Celui qui n'a pas une chemise blanche ou un pantalon noir, qu'il ait même un mouchoir blanc. Je vais faire la ronde pour remercier tous nos frères parce qu'ils ont protégé la Constitution. Et maintenant, il faut garder les yeux ouverts. Venez le 20 en noir et blanc et en mouchoir blanc. Merci et que Dieu vous garde. Vous allez rectifier avec moi, il a demandé la tenue blanche. Et avant de finir, les gouverneurs des provinces recommandent au chef de l'État, Félix Tshisekedi, une dotation d'environ 4 milliards de dollars pour propulser la croissance économique de leur province. C'était au cours de la clôture du séminaire des gouverneurs de ce 15 mai 2019. Récit de Jokanseng. Après avoir passé 3 jours de formation pour comprendre la vision du chef de l'État qui se résume en ceci: l'homme, la croissance économique, la bonne gouvernance et la société solidaire. Les gouverneurs des différentes provinces ont demandé au président de la République, Félix Tshisekedi, une dotation de 3 à 4 milliards de dollars pour booster la croissance économique de leur province. Ils ont en outre sollicité le président de la République à mettre sur pied un plan d'urgence pour la reconstruction des provinces à cause de l'état de délabrement très avancé de leurs infrastructures. Les séminaristes ont recommandé également à Félix Tshisekedi de disposer des fonds d'investissement des provinces et au prochain gouvernement d'organiser le plus tôt possible une conférence, soit dans 2 mois après son installation, et un atelier d'harmonisation des fonctionnements avec le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'organisation et le bon fonctionnement des entités déconcentrées du pouvoir central. C'est ce commentaire qui nous permet de mettre fin à notre édition du journal. Vous voulez la suivre encore une fois, allez sur YouTube www.wangou.info, vous la retrouverez. Au revoir.